En ce dimanche matin, merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Nous sommes heureux ce matin de recevoir Leslie Benita, collaboratrice de Sophie Naoum sur le projet Les Derniers. Bonjour Leslie Benita. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. Alors tout d'abord, très rapidement, rappeler ce qu'est ce projet Les Derniers. Je vais essayer de le pitcher bien, je le pitch en anglais d'habitude, mais le projet Les Derniers, c'est un projet donc, qui a bientôt 10 ans. On s'est dit, l'idée c'est de faire des petites, j'appelle ça des vignettes en anglais, mais je veux dire des petites vidéos courtes, donc on va dire entre 12 et 18 minutes. On filme des survivants et de l'Holocauste et on essaye de la Shoah et on essaye de rendre ça accessible et plus digeste pour les jeunes. Parce que tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant était un peu, pas très digeste, un peu long. Et ils n'ont plus la patience, les jeunes, aujourd'hui. Ils sont habitués à scroller sur leur téléphone, il faut être rapide. Donc, voilà. Et puis, surtout, c'est accessible. On peut les trouver sur les réseaux sociaux, on peut les trouver online, parce que tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant n'était pas accessible. Donc, voilà. Effectivement, Leslie Benita, c'est ça le cœur du réacteur de ce projet, les réseaux sociaux, et rendre ça accessible. Alors, depuis que ce projet a débuté, quel retour vous avez ? Vous pouvez nous parler des bons, bien évidemment, mais aussi éventuellement des mauvais. C'est rare qu'on en ait des mauvais si c'est des commentaires un peu lourds sur les réseaux. Et franchement, on essaye avec Sophie on les lit et puis on les oublie aussi vite. Les retours sont bons. Enfin, je vais pas vous mentir, juste parce que déjà, on voit l'intérêt des jeunes. Pour nous, c'est le plus important. Encore une fois, c'est vraiment pour eux qu'on fait ça. Donc déjà, quand il y a le retour des jeunes, des commentaires, etc. Et puis, c'est facile aujourd'hui, pour le coup, avec les réseaux sociaux, d'avoir un retour. C'est qu'on voit tout de suite si on a des likes, si on a des followers, des vues, des trucs. Donc, aujourd'hui, on a plus de 43 000 followers ou 44 000, je sais pas, ça s'agrandit tous les jours, sur Insta. Mais c'est surtout, nous, ce qui nous surprend, et dans le bon, c'est TikTok. C'est-à-dire que TikTok, c'est quand même un des réseaux les plus décriés. Les plus décriés. Il y a énormément, ça pustule de plein de fake news, de trucs de machin, et d'antisémitisme. Mais on s'est dit, après tout, on veut toucher les jeunes, il faut qu'on y soit, nous aussi, sur TikTok. Et sur franchement, TikTok, il y a des bons retours et des partages. Incroyable, on a des vidéos avec des millions de vues. Alors, Sophie Benita, Sophie Naoum et Leslie Benita, j'ai fait une contraction des deux. Leslie Benita, là, vous nous parlez effectivement du projet. Vous, ça se compose avec des témoignages de survivants. Actuellement, il y a de moins en moins de temps pour recueillir ces témoignages. Et vous, Leslie Benita, vous partez à l'étranger pour recueillir ces témoignages aux États-Unis, ailleurs, en Amérique latine. Pourquoi c'est important dans le cadre de ce projet d'aller aussi dans des pays lointains pour nous, Français, où c'est le cœur du projet qui est né ici ? Eh bien, justement, moi, ce que je trouve très important, c'est qu'on parle souvent on dit en anglais des deniers, ceux qui disent que la Shoah n'a pas... Comment on dit ça déjà ? Les négationnistes. Eh bien, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que d'où que soient venus ces survivants avant la guerre, donc ils sont venus de plein de pays d'Europe et d'ailleurs, d'où qu'ils soient aujourd'hui, où qu'ils résident aujourd'hui, peu importe la langue qu'ils parlent, même si chaque histoire est unique et singulière, ils racontent quand même tous plus ou moins la même chose. Vous l'avez vu, le documentaire, ok. Ces gens, ils se sont jamais adressé la parole. Il y en a un qui vit au Canada, l'autre qui vit dans le sud de la France. Et quand ils parlent de ce pouce de Mengele, ok, qui disait voilà, la vie, la mort, à droite on va travailler et à gauche on va être tué. On va dans les chambres à gaz. Eh ben, ils se sont pas parlé, ils se connaissent même pas, ok. Mais ils racontent la même chose. Donc en fait, ils parlent tous d'une seule voix et pourtant ils parlent dans une langue différente et ils viennent de pays différents. Donc moi, je trouve que c'était important de faire ça. Et puis surtout, on se rend compte que ça touche les jeunes partout en fait. Comme on s'est rendu compte en France que ça fonctionnait bien, moi je vais dans des écoles, sur des campus, des universités. Je serai là, je serai demain dans une des plus grosses universités en Floride.
justement pour raconter ça. Et justement, vous ciblez les jeunes avec ces témoignages recueillis. Vous, les derniers, ça fait depuis un moment que vous faites ça, mais maintenant, il y a de plus en plus de projets comme ça pour recueillir les témoignages. Comment vous voyez ça? Pour vous, c'est une réussite finalement parce que de plus en plus de gens veulent recueillir ces témoignages, ou alors ça pose problème parce que finalement, ça crée une espèce de course à l'échalote? Moi, rien de tout ça me pose de problème. Ok, je suis descendante de 4 grands-parents qui ont été des survivants de la Shoah. Donc, pour moi, tout ce qui est fait pour porter la parole des survivants le plus loin possible, c'est super. Ok. Après, voilà, chacun fait à sa sauce, chacun fait différemment. Nous, on voit pas ça avec Sophie. Plus il y a de projets comme ça. Mais oui, et nous, on voit pas ça comme une compétition ou quoi. Voilà. Donc, je trouve ça très bien. Leslie Benita, concernant justement ces témoins, souvent, ces témoins qui parlent sont effectivement très âgés, puisque c'est demain la découverte du camp d'Auschwitz, ça fait 80 ans. Mm-hmm. C'est des gens qui sont très âgés. Ils ont mis longtemps à parler. Oui. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'immédiateté. Ça veut dire, dès que quelque chose se passe, tout de suite, il faut réagir. Tout de suite, il faut avoir une opinion. Tout de suite. C'est pas ça aussi que nous apprennent ces gens. C'est-à-dire que la nature humaine, les choses, il faut laisser le temps de les mûrir, de les penser, de pouvoir les sortir, particulièrement quand c'est quelque chose d'aussi dur. Je pense que c'est tout à fait juste. Après, dans leur cas particulier de ceux qui ont survécu à la Shoah, ils ont pour beaucoup essayé de parler au début. On ne les a pas crus. En fait. Et souvent, on leur a dit, non mais arrêtez avec vos... Dans votre documentaire, il y en a qui expliquent ça, et il y en a qui expliquent aussi qu'eux-mêmes avaient du mal à croire ce qui leur était arrivé. Ils ne pouvaient pas le croire eux-mêmes. Et encore une fois, je peux vous dire, moi, mes grands-parents, ils n'en ont jamais parlé. On n'avait pas le droit de parler de ça. C'était l'omerta à la maison. On ne pouvait pas parler de ça. Ils ne voulaient pas retourner non plus... voilà, pour eux de se replonger là-dedans, c'était pas possible. Comment vous avez fait justement, parce que ça fait retourner les témoins que vous interviewez, ils retournent finalement quand vous les interviewez, on l'a vu aussi dans Shoah de Claude Lanzmann. Exactement. Vous les renvoyez à ça. Comment vous faites? C'est difficile aussi. C'est dur, je vais pas vous mentir, c'est très dur. Il faut avoir énormément de patience. Moi parfois, juste qu'on sache, c'est un truc qu'on dit pas souvent, mais un épisode qui dure 15 minutes, parfois on peut tourner pendant 8 heures. 8 heures. Pourquoi? Parce que justement, on prend le temps de les laisser raconter. Parfois, si on se rend compte que ce passage, il a été moins bien raconté, on y revient, on en reparle. Parfois, il y a des pleurs, il faut qu'ils se calment. Moi, je me suis retrouvée avec un de mes témoins en Amérique, David Schechter, qui disait, qui était en larmes. Et je lui disais, non mais là, il faut qu'on s'arrête. Et même en pleurs, il me disait, non, vas-y, continue. Il faut qu'on le fasse. On doit le faire. Donc, ils savent qu'ils doivent le faire. Ils savent qu'il faut qu'ils parlent. Pour beaucoup, ils n'ont pas parlé. Ils ont attendu, voilà, ils se disent peut-être aussi, et c'est peut-être ça aussi les derniers, même si au départ, on se disait, on ne l'avait pas attribué pour ça, c'est que c'est aussi leur dernière opportunité de raconter. Et que jusqu'à maintenant, ils ne l'avaient pas fait. Et qu'ils se disent, OK, si je ne parle pas maintenant, je ne parlerai plus, en fait. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement par rapport à ça? C'est une sorte de mission pour eux? Ah mais bien sûr, c'est une mission. C'est une mission. Eux, ils se disent... Déjà, ils ont eu la culpabilité du survivant, ok, de se dire pourquoi moi je m'en suis sortie et pourquoi pas les autres. Donc après, ils respectent la vie par-dessus tout. C'est-à-dire que, voilà, nous on a eu la chance de vivre, donc on doit respecter ça. Mais au-delà de ça, on doit parler pour ceux qui ont plus... qui s'en sont pas sortis. On doit parler pour ceux qui n'ont pas pu porter leur voix. Et enfin, c'est vraiment compliqué. Une autre chose j'ai pensé à ça l'autre jour, c'est de me dire, mais à l'époque, et pourquoi ils ont eu du mal à parler? Pourquoi ça a mis du temps? Il n'y avait pas toutes les thérapies et tout ça dont on parle aujourd'hui. Tous ceux qui ont vécu le 7 octobre en Israël, etc. La première chose dont on a parlé après tout ça, c'était le traumatisme et comment il allait falloir les suivre avec justement de la thérapie, des psys, etc. Nous, nos survivants, ils ne sont pas passés par là, ils n'ont pas eu les psys et tout ça. Ils ont dû se reconstruire. Ils ont dû se reconstruire tout seuls, on ne sait pas comment. Cabossé, effectivement. Ces témoignages, est-ce qu'ils font œuvre d'histoire, d'après vous,
ou il faut qu'il soit complété par du travail d'historien? Nous, on n'a pas la prétention de faire de l'histoire. Nous, nous, en fait, on essaye juste de porter la parole des survivants. Ok, c'est eux qui racontent, c'est leur récit. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que un jeune, quand il ouvre un livre d'histoire, et je peux prendre même mes enfants, et pour autant, ils sont touchés personnellement par ce sujet, ouvrir un livre d'histoire, en fait, il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on va apprendre? Mais se mettre devant un épisode, entendre la voix de Lucette, la voix de David, la voix de Saul. Vous craignez la désincarnation de cette histoire? Mais bien sûr, c'est pas pareil quand on les voit, qu'on les entend, qui nous ont émus. On transmet pas d'émotion avec un livre d'histoire. D'après vous, c'est à cause de cette désincarnation aussi que l'antisémitisme arrive à s'exprimer aussi facilement aujourd'hui? Aussi, mais enfin, l'antisémitisme, c'est quand même ancestral. Oui. On a toujours une bonne raison d'être antisémite. Là, on en a trouvé une super, c'est formidable. Mais oui, il y a une part de ça, il y a une grande part de méconnaissance. Et puis voilà, les jeunes aussi, 80 ans, ça paraît très, 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 très loin. Sauf que quand on les voit, qu'on se rend compte qu'ils sont encore vivants aujourd'hui, c'est pas pareil. Peut-être que le fait d'incarner l'histoire, ça les touche davantage. Enfin, en tout cas, c'est pas peut-être. Moi, je le vois en tout cas avec les élèves que je vais rencontrer, que je vais voir. Vous redoutez Columbia, là, demain? Après-demain, pardon. Non, mais c'est sûr. Et ma fille, elle a appelé à Columbia en plus. Je sais même pas comment elle va faire, cette gamine. Mais oui, bien sûr que ça me fait peur. Bien sûr que ça me fait peur et que ça me révolte surtout. C'est pas possible. Et vous allez donc là-bas pour parler de ce projet. Vous craignez quoi? Ah, mais j'ai pas peur pour moi. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on parle d'Ivy League. On parle des gamins qui vont demain être les leaders aux États-Unis. Et ils sont mais complètement à côté de leur pompe, en fait. Il y a une application aussi qui va sortir par rapport à les derniers. Ça aussi, c'est une façon d'incarner l'histoire de la Shoah, mais de l'incarner par des lieux. Vous pouvez nous expliquer brièvement comment ça se passe, cette application, et surtout comment est-ce que vous est venue l'idée de ce projet? On est parti il y a 1 an et demi avec Sophie à Auschwitz. Bien entendu, ce n'était pas notre première visite, ni pour l'une ni pour l'autre. En revanche, la chose qui était différente, c'est qu'on est parti pour la première fois sans survivants. Et en fait, on voulait voir qu'est-ce que c'est l'expérience quand on va sans survivants. Laissez-moi vous dire que l'expérience n'a rien à voir, parce qu'encore une fois, elle n'est pas incarnée. Donc oui, on est sur place, c'est très bien, mais c'est on voit un pas, lieu, on comprend pas. Un lieu ne parle pas. Pas du tout. Et donc du coup, on s'est dit, mais mince, avec tout ce travail qui a été fait, tout ce qu'on a récolté comme témoignage, en fait, ce qu'on devrait faire, c'est amener l'histoire, amener leur histoire, leur témoignage et leur mémoire, aller à l'endroit exact où ça s'est passé. Donc, je vous donne un exemple précis. Quand on parle d'Auschwitz, c'est précis. C'est pas juste des vidéos qui vont sortir sur l'app de nulle part. Vous arrivez à la rampe d'Auschwitz, vous allez avoir 4-5 vidéos qui vont sortir. OK, 30 secondes, 40 secondes, précisément. Avec un témoin qui vous dit, moi, quand je suis descendue du train et que je suis arrivée là, il y avait déjà une quinzaine de personnes qui étaient mortes dans le wagon. Et là, on devait sauter du train. C'est là que j'ai lâché la main de ma mère, que c'est la dernière fois que je l'ai vue. On a passé la sélection. C'est très, très précis. Donc, il y a la rampe. Il y a bien sûr Canada, là où il se faisait tatouer, raser. Il y a les latrines. Enfin, c'est vraiment précis. Là où s'est passée l'histoire. Mais il y a aussi d'autres visites. Il peut y avoir le camp de Drancy, aussi le Veldiv. C'est vraiment, vraiment précis. Ça vous suit précisément et ça vous amène exactement où l'histoire s'est déroulée. Alors à suivre sur les réseaux sociaux, notamment les derniers, et puis effectivement avec cette application qui permet, lorsqu'on visite des lieux liés à la mémoire, qu'ils soient justement incarnés, l'incarnation. C'est ce qu'il faut retenir de ce type de projet qui recueille des témoignages. Merci beaucoup Leslie Benita, collaboratrice de Sophie Naoum, donc sur le projet Les Derniers. Merci beaucoup. Merci.